Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce 5e épisode de l'Actual Play pour Polescar, le jeu d'expédition. Ce soir, je suis en compagnie de 2 joueurs et joueuses qui vont partir en expédition dans un contexte un petit peu particulier. Vous allez le découvrir, eux aussi vont le découvrir puisqu'ils n'ont pas forcément encore reçu les informations de leurs compagnons du précédent épisode. Bref, je ne vous dis pas plus parce que forcément vous avez vu le 4e épisode si vous regardez le 5e. C'est logique, quelque part. Et on va commencer sans plus attendre. Et je vais laisser, dans l'ordre de l'overlay, Lorraine vite fait se représenter et présenter qui elle joue ce soir. Salut Lorraine. Du coup, bonsoir tout le monde. Moi, je joue Makani, qui est une pilote aéros. Voilà, qui est présentement sans doute en train de manger un truc chaud, en se protégeant du froid de Krios au dehors, qui doit hurler correctement en ce moment. Effectivement, la tempête se profile à l'horizon et elle semble, c'est un gigantesque chasse-sable. Imaginez l'énorme mur de sable un petit peu à la Mad Max, là, qui serait composé de sable, de sel et de neige, qui fonce sur vous. Et peut-être que tu es en compagnie, ou pas d'ailleurs, de notre cher Marco Akeretos. Bonsoir. Bonsoir, et donc moi je vais interpréter Marco, notre membre de la nation Polscarite et ancienne lanterne, ferrailleur de l'équipe, enfin ferrailleur débutant, plutôt habitué à découper le métal qu'à l'utiliser, et actuellement à côté de Makani, parce qu'après une phase d'aide aux nourricières, très probablement, il aura pris refuge dans un endroit où le vent ne hurle pas et il ne fait pas moins 15. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que je ne sais pas où vous avez envie de vous retrouver. Une des possibilités, c'est à la Miséreuse. La Miséreuse, donc 2 possibilités. Si vous voulez manger un repas chaud, dépenser vos tickets de rationnement, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, hein, au cœur de la lanterne, en général, tout le monde travaille. Donc, on ne dépense pas de proiska pour se nourrir outre mesure. La plupart du temps, on dépense des tickets de rationnement qui nous sont donnés au mois. Et une bonne manière de les dépenser, c'est de se rendre à la soupe populaire de Zoubé. Zoubé étant le cantinier un petit peu de la lanterne. Et là-bas, vous pouvez déguster un repas chaud dans un espèce de grand réfectoire qui serait construit dans la soute d'un très gros cheniller, de manière à être mobile. L'autre possibilité, pour une situation un petit peu plus festive ou un petit peu plus détendue, même si la tempête qui s'approche semble quand même assez sévère, ce serait d'être à la Miséreuse. La Miséreuse étant le bar, le seul et unique bar de la lanterne, qui est tenu par, je reprends mes notes, qui est tenu par un certain Jitoun, qui est un ciselé d'un âge assez avancé que Casamir et Jack ont pu rencontrer la dernière fois, et qui a l'habitude de proposer des cocktails, des thés, des infusions, etc., qui permettent de revigorer un peu le corps avant de repartir travailler. On a pu voir pour l'introduction justement Makani descendre d'un cheniller. Je pense qu'elle était pilote, c'est là où elle a le plus de compétences, donc je pense que c'est un peu son emploi, et en ce moment les pilotes se tournent en fait pour éviter de s'épuiser, pour que le convoi avance quasiment en permanence sans forcément que les humains doivent faire... en gros, on fait les 3-8 au niveau des pilotes pour que ça continue à avancer et pas rester coincé dans la glace. Donc je pense que justement, j'ai juste le temps de manger, je prends juste le temps de manger, et puis je vais retourner aider quelqu'un d'autre, relayer un autre pilote. Donc je pense que je suis juste allée manger un morceau sans trop y penser, en mode plus concentré sur le pilotage et la tempête qui approche, pour vraiment avoir envie d'un thé ou d'une boisson vraiment posée en mode tranquillement. Donc je pense que c'était plus en mode on a faim, faut manger pour pas dépérir, et je mange et je repars m'occuper et aider le convoi. Ok, et ben juste pour jouer ça, parce que je trouve la scène très cool de vous retrouver comme ça dans des moments de vie assez forts. Toi, Makani, en fait, on a constamment besoin de toi, et toi aussi, Marco, hein, sans doute. Mais toi, Makani, vraiment, il y a vraiment ce besoin de inlassablement manœuvrer les chenillers, de les désembourber, etc. Et effectivement, on t'accorde une pause parce que tu fais très très bien ton boulot. Ce que je te propose, c'est que
comme au moment où tu es à la soupe populaire, que tu es devant ton ragoût chaud, tu es en train de manger, il y a vraiment un chef d'équipe qui est là, un chef de quart qui vient, qui pose sa main sur ton épaule. Tu vois une grosse main, une grosse main gantée, un gant de cuir extrêmement usé. Il pose sa main sur toi, il te félicite pour ton travail. Et il va, par un discours qui est assez encourageant, il va s'excuser, il va te dire qu'il a encore besoin de toi et qu'il faut vite que tu te dépêches avant de retourner dehors. Ce discours, il va faire l'office de la manœuvre prendre soin de soi au début d'une expédition. Tu vas débuter l'expédition avec une détermination supplémentaire. Néanmoins, comme tu es au cœur d'un 3-8, tu vas me lancer un D6. S'il te plaît. Je lance un D6 et il fait 5. Il fait 5, très bien. Donc c'est un D3 en l'occurrence, donc un D6 divisé par 2. Ce qui fait 3, c'est le nombre d'états que tu as subis au cours de tes précédents, de ton précédent quart de travail. Tu es au milieu, tu es soit fatigué, tu t'es peut-être blessé, tu vois, à force de manœuvrer le chenillet, tu t'es peut-être luxé l'épaule. Je te laisse répartir ces 3 états dans ton stress, ta fatigue, tes blessures ou ton froid, puisque pour rappel, la tempête vient et dehors, il commence à faire froid, très froid. Marco, pendant ce temps, que fais-tu et où es-tu au moment où on te retrouve? Alors, en fait, on va me retrouver, moi, à la fin d'un quart. Donc, c'est où j'aurais aidé certainement aux nourricières, que ce soit du bricolage, de l'entretien du matériel. Les ferrailleurs servent aussi à ça. Et Marco, ayant une certaine compétence avec tout ce qui est lame, aidera les bouchers, les équarrisseurs et autres à faire leur travail. Et il est fatigué, donc on verra plus tard. Et donc il va manger, et dans sa tête, il va aller se reposer bientôt. Et justement, parce qu'il aime les tempêtes, il les apprécie de loin, bien au chaud, bien au cœur d'un véhicule. Et donc dans sa tête, il est en train de manger son bol de soupe, tu vois. Il admire un morceau de gras qui flotte. Il a de la chance, il y a un morceau de gras dans sa soupe. Cool, ça va être nourrissant ce soir, mais voilà, il est un peu perdu dans ses pensées. En fait, les chasseurs n'ont pas le temps d'étudier où est le gibier, comment il se comporte, et donc les ressources des nourricières commencent un peu à tomber, les tickets de rationnement se font de plus en plus maigres, et donc pour la plupart du temps, vous vous nourrissez de ce qui provient des convois agricoles, c'est-à-dire des champignons, des mousses particulièrement nourrissantes, ou des tubercules qui sont récupérés ça et là. Effectivement, ce soir, tu as particulièrement de la chance puisque un bout de maigre, un bout de viande flotte au sommet de ta soupe. Et tu as eu pas mal de travail puisque comme pas mal de bouchers sont un peu au chômage technique, eh ben, ils en ont profité pour te faire affûter tous leurs outils de travail. Donc, tu as eu pas mal de travail, effectivement. Tu aurais envie d'aller te coucher. Au moment où tu te diriges vers le chenillet auquel tu as l'habitude d'accrocher ton hamac, au moment où tu sors de la nourricière, tu croises en fait peut-être, ou tu vois en tout cas Makani, peut-être tu croises son regard, à vous de voir, mais en tout cas tu vois Makani qui sort et qui a l'air visiblement de se diriger vers des chenillets. Visiblement, elle n'a pas fini son quart et elle a l'air d'être quand même fatiguée, frigorifiée, Makani Plus tendu parce que plus le bizarre approche, plus c'est dur. Faut vraiment pas qu'il y en ait un qui casse un truc à un mauvais moment. Enfin, faut être vachement prudent quand on les manœuvre. Donc je suis plus assez concentrée. Quand justement la personne est venue me féliciter, quasiment je lui ai fait un petit sourire, plus en mode je suis concentrée plus que Enfin voilà, ça me fait plaisir ce qu'il a dit, mais j'étais aussi en mode concentrée parce que la tâche est importante et je veux pas que l'erreur vienne de moi en fait. Je me mets moi-même une petite pression sur les épaules supplémentaires au cas où ça suffise pas. Donc j'étais plutôt concentrée. Je pense que j'ai adressé un signe de tête à Marco quand je l'ai croisé, un peu pour lui souhaiter bonne nuit et en mode t'as de la chance, t'as fini. Marco il va te regarder, enfin t'es encore de quart. Attends. La moitié. À la limite, si tu veux, je viens à ce côté avec toi et on parle pendant un quart d'heure pendant que tu reprends. Et dès que je serai crevé, j'entrerai, comme ça c'est pas.
Ouais, bah, tu peux effectivement. Moi, j'ai j'ai pas un chenillé d'être titré, mais c'est là où il manque de pilotes, donc j'y vais. Et tu peux effectivement accrocher ton hamac par là en discutant peut-être un petit moment avant moi, quoi, avec moi avant moi, quoi. Et puis, tu vois, je verrai avec ton équipe de chenillés s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main. Au pire, je me coucherai. Pardon, je me coucherai dans 1 heure. Ouais, enfin, fais pas trop, faut te reposer quand même. Oui, Te tue pas à la tâche, ça sert à rien, on le sait tous, hein. non, c'est bon, mon prochain quart est dans 16 heures, j'ai le temps. Vous voyez cette... vous ne pouvez pas vous empêcher de voir à, on dirait, un jour de voyage à peu près, se profiler et venir pleine balle depuis l'est, un gigantesque chasse-sable, un gigantesque mur composé de sable, de sel et de particules de glace qui semble être mis en mouvement par un blizzard que vous entendez déjà hurler, qui progresse, qui semble immobile, mais que vous savez progresser à vive allure. C'est juste que Ouais. la distance à laquelle il se trouve est suffisamment éloignée, il a l'air immobile, mais le front arrive. Et vous sentez C'est un déjà peu l'horizon en fait de nous. C'est En un plus, on mur. se dirige dedans. On a l'impression qu'il avance pas et qu'on l'atteindra jamais, mais en fait, on va finir par se croiser parce qu'on avance chacun dans la direction de l'autre. C'est terrifiant parce que depuis les chenilles, on est super haut et on voit ce mur Ouais, qui semble c'est ça. ne pas approcher, gober l'atmosphère, et on sait ce qui va se passer. Ouais, surtout qu'on a l'impression qu'il est petit là-bas à l'horizon, tu vois. Mais on sait que en fait, on sera minuscule quand il arrivera sur nous. Et vous voyez déjà, hein, même si vous n'êtes pas au cœur de la tempête, vous voyez les prémices de la tempête qui commencent via des rafales, qui commencent à venir chahuter les chenillers, qui commencent à soulever des petites volutes de sable et de neige qui vous forcent à mettre des foulards devant votre visage, à peut-être enfiler des masques pour vous protéger les yeux, à enfiler vos chapkas, à visser vos chapkas sur vos têtes pour éviter que du sable ne vienne rentrer dans vos oreilles, etc. Voilà, vous sentez que ça vient. Vous montez dans le chenillé qui t'a été désigné, qui t'a été attribué Makani. Et puis je me pose au poste de pilotage, on sent que je reprends ma respiration en mode allez, c'est reparti, et je reprends les commandes. Vous êtes tous les deux au poste de pilotage, hein, puisque vous relayez une équipe qui potentiellement va faire la même chose que vous il y a quelques instants, c'est-à-dire prendre une courte pause avant de revenir vous relayer. Et ou de relayer un autre équipage, bien sûr. Vous remettez en route le chenillé et vous reprenez votre place dans le convoi, un convoi qui avance au ralenti, qui avance en direction de la tempête, puisque infléchir la direction d'un convoi est un processus très lent, et en fait vous ne savez pas où aller, et d'ailleurs vous vous doutez que Aroleta ne sait même pas elle où elle va, puisque votre véhicule, le Providence, et 3 de vos compagnons sont partis il y a maintenant une journée, bien au-delà du convoi, à un jour de dérive en direction du chasse-sable, pour tenter désespérément de trouver un lieu abrité. Et pour l'instant, vous êtes sans nouvelles de leur part. Tu veux les instructions qu'on a eues la dernière fois, c'est-à-dire pas plein sud, parce qu'il y avait les gouffres, plein de trucs avec des dents. Exactement. Voilà. Et elle l'a fait, elle vous a écouté, elle a infléchi la direction vers l'est, mais mais on n'a pas plus d'indications que ça, on attendait. Exactement. Pour l'instant, vous errez Joaka en plein désert et vous attendez la venue de Joaka, le maître des bêtes, qui peut-être pourra vous donner des informations supplémentaires sur un endroit qui pourrait accueillir le convoi pendant une durée au moins nécessaire pour endurer la tempête, sinon suffisante pour pouvoir envoyer une délégation diplomatique à Zuka. Vous êtes là, quelques dizaines de minutes passent où tu n'as qu'à éviter, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, mais éviter les crêtes rocheuses, sillonner dans le creux des dunes, voilà, et éviter les chenillers qui s'embourbent, parce que oui, certains chenillers s'embourbent, et vous voyez tout l'équipage qui sort du chenillé pour commencer à déployer
des plaques de métal de manière à ce que les chenilles de chenillers puissent adhérer dans le sable, etc. C'est vraiment extrêmement fastidieux. Et vous entendez un crissement provenir de la radio du cockpit. T'attends un message? Bah, c'est peut-être la Providence. Je te laisse répondre, moi je concentre sur la haute. Teddy Marco va se lever et va ouvrir le contact radio. Ici lanterne. Tu entends, hein, c'est une transmission interne, enfin c'est une transmission plutôt courte portée qui vous est relayée, donc c'est une transmission qui provient du convoi. On est d'accord? C'est une transmission qui vient de la lanterne, visiblement d'une autre personne de la lanterne, et tu entends immédiatement qui dit oui, ici convoi aussi, ici la Vox. C'est l'opérateur radio, ça. C'est visiblement, comme il se définit, c'est comme il s'identifie, c'est l'opérateur radio de la Vox étant un peu la radio locale de la lanterne au service d'Aroleta pour, en général, distribuer des discours importants, inspirants, un peu de propagande, voilà, pour donner du cœur aux troupes, mais aussi pour donner des informations importantes quand il faut monter le camp, infléchir la direction, etc. Et vous entendez l'opérateur de la Vox qui vous dit oui, ici la Vox, Fanlevaste à l'appareil. Deux de ses membres. Tu à ce moment-là, Marco il va mettre genre en mute, il se tourne vers Makani. La Vox veut nous parler à nous. J'ai peur, ouais. Laisse-le pas dans le flou comme ça. Et au revoir. Ici Fanlevaste, oui. Oui, ici nous avons reçu une transmission entrante de la part une transmission longue portée de la part d'un de vos membres, un certain Eken, opérateur Eken. Il est de chez vous? Il est parti sur le Providence, non? Ouais, c'est bien sûr. Oui, il est de chez nous, Vox. C'est notre opérateur. Et bah, très bien, j'ai enregistré le message, je vous le transmets. Il nous le transmet? Attends, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un enregistrement? Pourquoi il n'y a pas Eken au bout? Pareil, on mute. Et en fait, vous mutez, et puis quand vous démutez, vous entendez la voix de Eken, que vous connaissez très bien. Hein. Eken, c'est le Mebukai du groupe, c'est un résistant, un artisan, opérateur radio comme métier, mais son passe-temps, c'est sculpter les légendaires Mebuk, ces arbres millénaires qui poussent dans le vaste et qui sont sacrés pour la plupart des résistants. Et vous entendez sa voix. Il a l'air d'être assez essoufflé dans son message, comme s'il s'était remis d'un choc ou comme s'il il délivrait son message un petit peu dans la précipitation avec une économie de mots. Eken, à convoi de la lanterne. Depuis le Providence, nous avançons vers le front de la tempête. Elle arrivera sur vous dans une journée à peu près. Nous essayons de trouver un endroit sûr où nous établir. Les vents sont puissants et nous tendons fort. Nous allons tenter un atterrissage d'urgence. Le gouvernail et la coque sont endommagés, mais il n'y a pas de blessés. Je pense que là, j'en ai même un peu oublié. Tu sais, j'ai laissé le convoi partir tout droit et je suis un peu plus concentrée sur ce que j'écoute que sur ce que je fais. Je pense qu'il y a une secousse qui me remet en mode faut que je me reconcentre parce que là, je vais planter le cheniller que je dirige. Et je pense que je me retire de sortir une insulte en mode ah, mon Providence. Et merde les gens aussi, accessoirement. Makani reste très poli. Et... Marco, il y a un flot d'insultes dignes du mérovingien. Dans plusieurs langues. Que pour des raisons de bienséance, je ne vais pas sortir. Mais il y a un flot continu. Avec au milieu, qui est le pilote? Où est le ferrailleur de l'équipe? Comment ça le gouvernail est cassé? On se pose les mêmes questions, Marco. Mais bon, là, la situation est telle qu'elle est. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, sans le Providence, la lanterne, elle est foutue, elle a plus de direction. Je fais vite une autre crevasse, truc, machin, je remets là. Voilà, c'est ça. Et en soi, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ils ont cassé le gouvernail. Bah écoute, on les attrapera plus tard, mais d'abord, faut les récupérer. Il faut récupérer le Providence. C'était Vox, là... vous êtes toujours là? Ici Vox, oui, j'écoute. Est-ce que la chef du convoi est prévenue de l'avancée du front? Écoutez,
par égard pour vous et pour sauvegarder un petit peu sa charge mentale, j'ai décidé de vous transmettre l'information de prime abord. Et nous sommes munis d'un émetteur longue portée. Je peux, si vous le souhaitez, leur transmettre un message. Néanmoins, je ne peux pas vous garantir qu'ils le reçoivent, car la tempête se profilant vers nous, j'ai peur que les émissions radio dans leur direction soient plus simples que... Enfin, dans notre direction soient plus simples que dans la leur. Quel message dois-je leur transmettre ? Là, je me retourne vers Marco tout en parlant assez bas pour qu'ils ne m'entendent pas complètement. Mais à part leur souhaiter bon courage et leur dire d'arrêter de caisser de Providence, tu veux qu'on fasse quoi ? On ira de toute façon pas les chercher avant la tempête. On va pas aller les chercher et mettre en danger 250 personnes pour 3 personnes, malgré que ce soit des potes. Je suis désolée, on peut pas faire ça. Tu sens que Marco est très gêné. Si tu vois, il se mord un peu les mains, il est... communication, ordre de fond le vaste, survivez. Faites tout pour survivre. On se retrouve après la tempête. Très bien, je transmets. Et est-ce que vous pouvez nous établir un canal avec la chef du convoi, s'il vous plaît ? Et si, dites-leur que la lanterne va trouver une position et s'arrêter, mais qu'on ne sait pas où. Dites-leur que le convoi va s'arrêter. Très bien, je transmets. Pilote Makani, pourquoi vous souhaitez communiquer à Madame Zahar ? Je vous rappelle qu'on a envoyé le Providence en amont pour essayer de nous trouver un coin tranquille pour passer la tempête. Là, on vient de perdre notre éclaireur. Ce serait bien qu'elle soit prévenue, et ce serait bien qu'on en discute de savoir qu'est-ce qu'on fait pour protéger le reste du convoi. Si on n'a qu'une journée, il faut, vu la longueur du convoi, qui s'étale sur plusieurs kilomètres, et la situation, il faut qu'on réunisse les gens. Il faut que la décision soit prise rapidement. Donc, sans intermédiaire. On admire votre choix de l'avoir protégé, mais je pense que là, il faut qu'on la prévienne. Alors, il y a la Vox qui reprend et qui dit j'ai l'autorisation d'ouvrir un canal avec Madame Zahar, si vous le souhaitez, mais je souhaite juste savoir avant quel est le motif, déjà pour la prévenir, et ensuite pour vous assurer que vous ne vous ridiculiserez pas devant elle. C'est fort aimable de votre part, merci. Je dis ça sur un ton, mais saoulé, en fait. En mode, là, c'est pas l'important de paraître ridicule. Non, c'est une bonne idée. Merci, Vox. C'est que je pense qu'il faut la prévenir du danger, la prévenir qu'elle a perdu ses yeux, et qu'il faut qu'elle prenne une décision pour le convoi. Très bien, j'ouvre un canal. Merci. Makani, tu peux parler à Madame Zahar, parce que moi, elle m'intimide. Je fais. Et Marco, il se roule en boule comme ça parce qu'il a déjà beaucoup trop parlé. Très bien. Et vous avez vraiment ce truc-là de... la Vox vous passe Madame Zahar. Il y a un petit moment de silence, le temps que vous vous prépariez un petit peu. Puis vous entendez une voix d'une douceur assez agréable dans ce... Même à la radio, en fait, sa voix grésille, mais elle reste d'une douceur un petit peu candide. Et vous entendez ici la veilleuse Katharina. Je souhaite vous prévenir, Madame Zahar est assez stressée. Excusez-la. Je vous la passe. Je me retiens d'aller contre elle et je lance juste un merci en mode ok, tu vas me la passer, ça va, non, parce que là ça commence à en faire les intermédiaires. Je veux parler au capitaine, quoi. Tu as Marco qui te patte l'épaule, tu sais, genre. Je suis avec toi, tu vois. Et vous entendez la voix d'une femme que vous avez déjà vue, même si on ne la voit pas parce qu'il n'y a pas d'hologramme ou quoi dans Polescar. Je mets donc du coup sur l'overlay à quoi elle ressemble, puisque c'est la première fois finalement qu'on la voit ou qu'on l'écoute. Vous entendez la voix de cette femme qui est tranchante, qui est sévère, mais qui reste, malgré les grésillements et le stress, très charismatique, qui vous dit ici Aroleta Zahar, compagnie Font-le-Vaste, je vous écoute. Au rapport, compagnie Font-le-Vaste, au rapport. On a perdu le Providence.
D'après les informations radio, le gouvernail est complètement HS, ils se sont posés ou ils ont essayé de se poser, mais bref, on a perdu les yeux à l'avant du convoi. Momentanément. Non. À mon avis, il faudra qu'on aille les chercher. Un aéronef sans gouvernail, ça vole pas beaucoup. Ils sauront pas revenir tout seuls. Après la tempête, ça sert à rien de mettre en danger des gens pendant qu'il y a encore le front. Nous lancerons une mission de sauvetage une fois la tempête passée, effectivement. Mais nous ne sommes donc privés du Providence que momentanément. J'espère. Moi aussi, je l'espère. C'est tout? Elle a raison. Du coup, je vous propose... Où est le lieu abrité que vous m'aviez promis? Je vous ai envoyé déjà plusieurs fois en expédition afin que vous me trouviez un lieu suffisamment abrité pour protéger le convoi. Plusieurs jours, vous êtes partis. Je peux inventer des cachettes là où il n'y en a pas, madame. Vous êtes parti au nord, vous m'avez annoncé une zone complètement crevassée. Vos amis sont partis à l'est et ils ont perdu le Providence, le seul aéronef de notre convoi. Je commence à envisager que la compagnie Le Vaste n'est pas composée des bons membres pour les expéditions que je lui confie. Madame, autorisation de parler, madame? Autorisation accordée. À qui ai-je... Marco, madame. C'était ferrailleur de la compagnie. Madame, la mission que vous nous avez confiée a été d'être vos yeux et vos oreilles, et c'est la mission que l'équipe a rendue. Certes, il n'y a pas de réussite, mais aucune opération ne doit réussir, madame. Toute opération militaire a pour vocation à remplir un objectif. L'objectif était d'évaluer la situation. La compagnie vous a rendu la situation. Malheureusement, madame, la tempête qui s'approche et qui est à moins d'une journée, information fournie par les éclaireurs d'aujourd'hui, ne permet pas que nous ayons le temps d'avoir cette discussion, madame. Avec tout mon respect, je vous demande de prendre acte et de prendre une décision courageuse en tant que responsable. Les membres de la compagnie s'engageront pour réaliser les objectifs des missions prochaines. Tu entends un silence glaçant et... Que je vais m'empresser de ruiner, mais totalement. Parce que moi, les capitaines, voilà, tu sais ce que j'en pense. Ce que je vous propose pour résoudre votre problème de manque d'yeux, on a des petits véhicules assez rapides. Vous en envoyez à l'avant du convoi à peu près... vous en dispersez, je sais pas, autant que possible, mais pas trop, à l'avant du convoi, dans toutes les directions possibles, pour essayer, en 1 heure, de vous trouver une cachette possible. Ils ont 1 heure pour faire l'aller, 1 heure pour revenir. Vous les laissez pas partir plus longtemps. Ça sert à rien. Une cachette pour 350 personnes? C'est ça. C'est le seul moyen. Ensuite, nous, on va creuser la piste avec Marco. On prend un truc un peu plus gros, mais néanmoins rapide, et on taille plein sud pour essayer de retrouver le résistant qu'on avait trouvé la dernière fois. Il était censé nous rejoindre, il nous a toujours pas trouvé. Il est peut-être lui aussi en danger, et c'est le seul qui connaît le mieux de la région. C'est la seule piste que je peux vous proposer. Vous acceptez? Accepté. Et tu l'entends et elle te dit allez voir le commissaire intendant, il vous affrètera un char à voile. C'est le véhicule le plus rapide que je peux vous proposer en ces temps relativement venteux. Vous savez ce qu'est un char à voile, j'imagine, donc vous n'aurez aucun mal à le piloter, puisque j'ose me souvenir que vous êtes une excellente pilote. En tout cas, c'est ce que vous m'avez formulé lorsque je vous ai recruté. Merci, madame. Je ferai tels vos conseils. J'enverrai d'autres chars à voile prospectés dans les environs à la recherche d'une cachette, même si je pense que cette cachette, puisque, pour rappel, le convoi fait la taille d'une ville, d'un petit village, cette cachette relève de votre imaginaire, mais soit. J'ose espérer que vous retrouverez très rapidement votre trappeur et que ce trappeur aura, par je ne sais quelle folie, une cachette à nous proposer, ou en tout cas un abri pour nous protéger de la tempête. Sinon, soyez sûr que vous aurez à nouveau affaire à moi. Bonne chance. Néanmoins, vous êtes notre seul espoir, comme d'habitude.
Je moquerai un merci. Il y a Mais- un claquement de talons. Oui, bien madame. Si vous réussissez, sachez que je sais toujours être généreuse. Terminé. Et elle raccroche. Oui, je coupe la conversation à peu près en même temps. Ça marche. Eh bien, écoutez, pour rester efficace, ce qu'on peut faire, c'est que vous vous dirigez de toute façon au poste on va dire à l'endroit où sont attelés tous les chars à voile. De toute façon, Aroleta a fait passer un message via les Vox, etc., pour que les meilleurs guetteurs et les meilleurs pilotes, les meilleurs au sens les plus disponibles, que ceux qui sont déjà assignés à des chenilles restent à leur poste, etc. Enfin voilà, les meilleurs disponibles, on va dire, qui n'étaient plus de quart, soient rappelés pour venir. Et quand vous arrivez au char à voile, vous voyez un char à voile relativement effilé, taillé pour la vitesse, un char à voile plutôt de transport de messages, de communication rapide qui vous est assigné, et d'autres chars à voile, plutôt des chars à voile de récupération ou d'escorte, etc., qui sont assignés. Et puis là, il y a une ligne avec des pilotes et des guetteurs qui sont là et qui attendent d'être choisis ou non. Voilà. C'est en pleine tempête. Vous voyez que voilà, il y a des bourrasques de vent de partout, tout le monde est balayé. Vraiment, vous voyez dans les yeux de ces hommes et de ces femmes vraiment cette espèce d'angoisse de dire est-ce que je vais partir, est-ce que je vais avoir le droit d'aller me recoucher? Et vous arrivez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Ok, je commence par les inspecter, je pense les prendre, enfin parcourir la foule du regard, vérifier à peu près, compter combien d'équipages je peux faire et combien ce serait optimum sans gaspiller non plus les ressources de la lanterne. Et je pense que je commence très brutalement par leur faire, toi, en mode c'est ceux que je sélectionne, j'en prends un autre. Alors, comme je connais pas tous les gens de la lanterne, je le fais pour défaut, mais toi, je veux que tu restes et t'aideras les équipages du chenillé Intel parce que je sais qu'il est compliqué et que lui, il est compétent dessus. Et je fais en fait la file comme ça, au moins des pilotes. Je laisserai Marco faire pour les yeux. Donc je le laisse désigner les gens et après je ferai mon pseudo-discours d'encouragement. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que pendant que Marco il choisit les guetteurs, toi tu peux me faire un jet d'autorité, parce que là je trouve que je t'impose l'autorité parce que l'empathie elle rentre pas en jeu, quoi. Donc un jet d'autorité avec l'aspect que tu choisis et l'aspect secondaire ce sera soit humain, soit exposé, puisque globalement, c'est des humains et des exposés auxquels majoritairement tu as affaire. Et donc, tu peux me faire ton jet d'autorité pour voir ça. Toi, ouais, vas-y. Pardon, j'allais faire un petit roleplay de ma description de ce que je faisais avant de lancer le jet. Donc je les désigne et je leur dis ce sera pas facile, ce qu'on vous demande c'est 2 heures de votre temps, 1 heure aller, 1 heure retour, vous vous éloignez pas plus que ça. Le but c'est de sauver les 250 autres personnes du convoi. On vient de perdre le Providence et 3 membres de notre compagnie. On vous demande 1 heure, à l'aller, vous regardez, il y aura des yeux, vous concentrez sur le pilotage. Les autres, ils sont les yeux. Vous essayez de trouver de quoi abriter 250 personnes. La moindre petite pierre qui peut nous abriter, vous le signalez et vous le rapportez à Aroleta. Elle prendra la décision de nous planquer. Ça peut nous sauver la vie. Littéralement, le convoi, c'est sur vos épaules qu'il est maintenant. Tu vois qu'il y a un peu des regards qui s'échangent entre les hommes. Tu vois un des gars qui ose. Donc vraiment, tout le monde est OK, tout le monde acquiesce. Il y a un peu des rumeurs qui disent qu'ils ont perdu 3 gars. Il y a un gars qui s'avance et qui vous dit, qui te dit, même malgré ton jeune âge quand même, il te dit, excusez-moi madame, mais qui c'est que vous avez perdu là-bas? J'ai quelques copains dans la compagnie, dans votre compagnie. Tu sais, alors ceux qui sont partis, c'est Eken, Ubu et Anouché. Donc je lui donne les 3 noms et je rajoute, avant qu'il ait le temps d'ajouter quoi que ce soit, ils sont partis sur la tempête est sur eux, à moins d'1 jour de nous.
On pourra pas les récupérer avant la fin de la tempête, mais j'ai suffisamment confiance pour qu'ils restent en vie jusqu'à ce qu'on aille les chercher. Et je vous promets qu'on ira les chercher une fois la tempête passée. Et tu vois, tu vois le jeune gars qui dit, ok, Eken, c'est un bon gars, il est endurant, il est performant, ils vont s'en sortir. Allez, et tu vois qu'il dit, allez, lui il se retourne et il va presque, il est un peu enhardi. Lui, il a pas besoin de ton discours, tu vois. Enfin, voilà, en tout cas, il a pas besoin de ton jet de dés pour être motivé, quoi. Ça lui a suffi. Et avant de lancer ton jet de dés, je te donne un dé supplémentaire pour le roleplay et puis parce que c'est crédible. Toi, Marco, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es là en appui derrière? Est-ce que tu fais sensible la même chose avec les... Qu'est-ce que tu fais? Marco, en fait, il se fait de la liste mentale des gens, tu sais, qu'il connaît. Par exemple, il a entendu les bouchers parler de Krishna, c'est un des trappeurs, c'est une des trappeuses, elle est super douée. C'est une petite, mais tu vois, il fait ok, donc je dois avoir elle. Parmi les gens qui sont à la surveillance, il y a toujours, tu sais, ce gamin qui a le jeu de compter les gens la nuit pendant qu'il fume une cigarette. Tu vois, il est en train de se faire sa liste mentale des gens qui sont connus pour être excellents. Ok. Voilà. Donc, et après, il va leur faire un jeu un peu militaire de il ne faut que des volontaires, ça tombe bien, vous l'êtes tous. Ok. Et, mais il va être un peu moins désespérant il va dire que voilà, il y a eu un accident, le Providence a eu un problème, mais surtout l'information importante, c'est la tempête arrive et on a besoin d'éclaireurs. Et que s'ils proposent leur nom, c'est parce qu'il a confiance en eux. Et puis il faut bien quelqu'un pour gérer les pilotes, parce qu'on les connaît, les pilotes de char à voile. Il faut des gens sérieux avec eux. Okay. À ce moment-là, sans le truc que tu vois, mais je pense que t'arriveras à le choper quand même. T'as genre une clé à molette ou n'importe quoi, tu sais, qui vole en direction de toi et que t'arrives à rattraper. Tu sais, c'est le... Ouais, enfin, ça visait même Elle pas est dans la cache numéro visage. 3, celle-là. Il arrange. C'était juste en mode je t'ai entendu plus que j'ai envie de te faire du mal, tu vois, t'as un truc qui est en mode qui a volé quoi. Très bien, et ben comme vous faites sensiblement la même chose, ce que je vous propose c'est que dans Polska on évite les GD, tous les mêmes joueurs pareil. Ce que je vous propose c'est que l'un d'entre vous, le joueur opérant, celui qui le souhaite, fait le GD. Et c'est à ce moment-là, ce sera complètement crédible que si le joueur a besoin d'aide, ben, l'autre viendra le soutenir dans son discours puisque ben, vous êtes au même endroit, vous faites plus ou moins la même chose. Donc voilà, on va le jouer comme ça. En aspect secondaire, tu avais proposé exposé, humain... C'était humain ou exposé? Exposé ou humain, ouais. Alors c'est un peu de metagaming, mais Marco, tu le sais, c'est pas le meilleur communicant. Tu vois, par exemple, il a sélectionné des gens et il a sorti les 5 phrases que tu as entendues et c'est tout. Donc tu sais que c'est pas Marco qu'il faut faire. Voilà, donc je vais te laisser faire ça. Mais si tu prends humain, ça pourrait m'arranger. Je prends humain, j'ai pas d'exposé. Je vais le faire avec cœur, avec humain, et je n'ai aucune compétence en autorité. Mais je résoudrai ça au prochain montée de niveau, dès que je peux. Je corrige ça, et donc ça fera 4 dés, plus un 5e que tu m'as accordé. Et j'ai donc une paire. Enfin, j'ai même 2 paires, puisque j'ai fait 2 6 et 2 3. Est-ce que tu peux rappeler la règle si j'utilise ma détermination pour régler? Bah, en fait, tu prends l'aspect secondaire et la compétence que Makani a utilisé. Tu les lances avec tes stats. Donc humain et autorité. Voilà. Okay. Et tu vas pouvoir... et cœur aussi, hein, parce qu'elle a pris cœur, tu as forcément du cœur. Et du coup, tu lances tes dés et elle va pouvoir prendre un de tes dés pour compléter son combo. Ce qui est très fort, très très fort en termes de statistiques. Mais en même temps, tu dépenses une détermination qui est une ressource très précieuse. Alors j'ai un 2, un 4 et un 6. Tu peux me passer un 6 et on a un full. Je te passe un 6 et on a un full. Au regard de vos efforts combinés, vous voyez qu'il y a un consensus qui se fait dans les équipes en fonction des affinités, des relations que vous ne soupçonnez pas. Il y a naturellement en fait des binômes qui se forment. Hein, voilà, un pilote, un guetteur. Donc un pilote, une trappeuse, un pilote, voilà, une sentinelle, etc. Et vous les voyez qui vont se diriger presque en formation militaire, alors que ce sont loin d'être des militaires, qui se jettent dans
dans le premier char à voile qui leur est assigné. Et vous les voyez donc balancer les cerfs-volants qui se bandent immédiatement dans le vent, qui sont pris par les rafales et qui se dirigent dans les directions qui leur ont été assignées. Et puis très bientôt, vous voyez les chars qui sont munis de larges skis. En fait, c'est un petit peu comme des catamarans des sables, quoi, qui vont surfer sur les dunes légèrement en surface avec un grand gouvernail qui vient vraiment se planter dans la dune, creuser un sillon de sable et qui fait que le char au début roule et puis très rapidement vient survoler les dunes et vous les voyez passer au-dessus d'une dune et puis disparaître très rapidement dans la tempête. Vous êtes face à votre char. Que faites-vous? Il y a moyen de courir, aller chercher des fourrures et genre une paire de jumelles. Ouais, et moi je vais faire la même chose avec une fourrure et des vivres. Alors, vous le savez, je pense, dans chaque char à voile, il y a, on va dire que c'est des biplaces, donc il y a 2 manteaux de fourrure. Je pense que c'est le minimum que la lanterne puisse faire pour assurer la vie de ses pilotes. Donc il y a 2 manteaux de fourrure qu'il faut restituer, hein, ils sont pas à vous, hein, ils sont consignés. Il faut mais voilà, vous savez que vous trouverez 2 manteaux de fourrure dans le char à voile, quoi. Okay. Vous montez à bord de votre char à voile. Vous dirigez en direction de... Vous vous dirigez dans la direction que vous savez être la bonne. C'est-à-dire la direction que Joaka, le trappeur et sa famille ont pris. Enfin, en tout cas, la direction d'où ils viennent quand vous les avez quittés, quoi. Et vous quittez le convoi de la lanterne qui ne devient très rapidement qu'une silhouette au milieu du sable et vous vous dirigez pleine balle tirée par les vents. On a pris pour rire en les enfilés. Hein. Ouais, c'est Clairement, surtout... on est emmitouflés autant que possible. Hein. Alors, le char à voile, de ce que vous voyez, il n'a aucune isolation thermique, mais par contre, il est très bien protégé, il est presque complètement hermétique. C'est-à-dire que s'il fait très très froid, le froid vous le sentirez, mais par contre là, le vent, le sable, etc., il n'y a rien qui passe. Okay. Y a un c'est peu déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et voilà. Après, néanmoins, il y a un espèce de gros hublot, de grosses écoutilles sur le toit que l'un de vous peut ouvrir. Enfin, vous voyez un char à voile, vraiment un char à voile biplace, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pilote avec l'équivalent de manette pour manipuler un cerf-volant. Ça, c'est pour les voiles. Et puis, des espèces de pédales pour orienter les roues, freiner si besoin, etc. Et puis, il y a la personne qui est à côté, qui peut, la plupart du temps, en fait, se servir de son poids pour donner des impulsions et pour pouvoir faire chavirer un petit peu cette espèce de catamaran char à voile. Et puis, qui peut aussi, quand il n'y a pas besoin, qui peut ouvrir l'écoutille pour aller observer de visu à 360, puisque le pilote, en l'occurrence la pilote, a vraiment une vue que sur l'avant. C'est un peu comme Batman dans sa Batmobile, là, tu sais, il est bien dessous, il est vraiment dans son cockpit, quoi. Ok. Pour l'instant, je pense que ça sert à rien d'observer à 360, parce que là, ce qu'on veut, c'est surtout trouver quelque chose qui est devant nous. Donc, je suggérerais de laisser la température extérieure dehors et de réchauffer l'intérieur. Donc, en gros, le copilote va régulièrement se mettre au trapèze. C'est ça, comme sur un catamaran. C'est avec un crochet, tu mets en trapèze pour maintenir sur la direction. Okay. Exactement. Et ben, ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, ou si vous le souhaitez pas d'ailleurs, on va le faire quand même. Merci MJ. Ce choix de MJ. Merci narrateur. De rien. L'un de vous deux va me faire un jet de pilotage. Celui ou celle qui est là-bas va me faire un jet de pilotage. Et l'autre pourra l'aider si besoin. Mais avant ça, va générer un petit imprévu de voyage. Mon cher Marco, la nature de l'imprévu que l'on va vivre dans un instant va être de nature obstacle. J'ai envie de dire fort à propos. Tu vas pouvoir me générer la gravité de l'imprévu, qui va définir pour rappel si l'imprévu est positif, négatif, etc. Dans une situation normale, on lance 2d6, et dans une situation particulièrement dangereuse, on lance 3d6. Là,
vous avez la tempête au basque. C'est une situation particulièrement dangereuse. Tu vas me lancer 3d6, s'il te plaît, et me donner le résultat total. Un conseil, il faut faire petit. Je vais finir pour prendre des photos de mes dés. J'ai fait 5. Au total, très bien. J'ai fait 3-1-1. Tu vois, comme quoi il peut y avoir des choses qui sont positives, carrément. Donc, tu fais 5, auquel tu vas soustraire la valeur de ton aspect secondaire lié à la situation. Ici, je t'impose vaste. Quoi? Ok, donc tu fais 5, auquel moi je vais ajouter, je peux le dire, hein, comme ça les viewers apprennent aussi à jouer à Polska, c'est un peu le but de cette actualité. Je vais ajouter plus 1 parce que je vais augmenter la gravité de l'imprévu de 1 parce que nous sommes dans un terrain difficile. Et je vais ajouter je vais augmenter la gravité de 1 parce que vous avez un facteur aggravant aux fesses, à savoir le fait que vous êtes sous un délai qui est relativement court, avec toute la pression d'un convoi, une mission. Enfin, c'est clairement pas un voyage de confort. Donc c'est la gravité que tu as fixée plus 2, ce qui nous ramène la gravité à 7. Et sachez, pour la petite histoire, que votre région, Jabal Mutaz, est une région que l'on appelle une région sauvage. Et cette région sauvage, elle a un modificateur. Il y a 3 types de régions. La région sauvage augmente la gravité de l'imprévu de 2. Comme quoi, c'est très bien de faire petit, parce que dans des situations très dramatiques, ça peut très vite tourner à la catastrophe. Tu avais fait 5, plus 2, ça fait 9. 9, tu te retrouves avec un incident. L'incident, donc c'est un obstacle, hein, pour rappel. L'incident ralentit les engagés ou les force à sacrifier des ressources pour s'en sortir. Vous n'en tirez rien de positif. Marco, que vois-tu? C'est un obstacle. Que se passe-t-il? Alors, en fait, à vouloir aller trop vite, parce qu'on va pas se tromper, on va extrêmement vite, et on tend les cordes au maximum, et tout le matériel, on entend chanter et vibrer la coque. Et le problème, c'est qu'à un moment, on va passer sur un faux plat, il va y avoir des lames de glace, tu sais. C'est le moment où tu as eu de la glace, quelque chose qui est pris, de la glace, et quand ça casse, ça fait des jolis escaliers dentelés, et on va trop vite, on n'arrive pas à le voir, et on abîme un peu la coque dessus, ce qui va nous forcer à nous arrêter un moment. Et Marco a gaspillé une ressource de mécanique, afin de juste, tu vois, recolmater très rapidement un des flancs du catamaran pour qu'on puisse repartir. Très bien. Ça marche. Parfait. Et petit élément important, tu sors, vous êtes immobilisé, tu es obligé de sortir, de manipuler des plaques de métal, tu as les mains gantées, pas de souci. Néanmoins, lorsque tu es occupé à visser, souder, etc., vous vous éternisez à ce moment-là. Vous allez tous les deux me faire un jet de cryo-résistance, s'il vous plaît. La difficulté sera différente pour l'une et pour l'autre, puisque l'un est à l'extérieur exposé au vent et l'autre non. Toi, Marco, alors que tu es exposé au vent, tu vas le faire avec le dé d'adrénaline, s'il te plaît. Je le lance à ta place, si tu veux, par facilité. Le dé d'adrénaline indique un 2. Tu vas devoir utiliser des combos de 2. Tu peux me rappeler le jet de cryo-résistance, s'il te plaît? Cryo-résistance, c'est corps plus cryos plus survie. Donc cryos 0, survie 0, mais j'ai 3 encore. Très bien. Alors, tu fasses un 2, accessoirement. Est-ce que nous sommes dans des terrains inexplorés, ce qui me permettrait de bénéficier de mon vécu de frontalier? Oui. Donc un dé en plus. Ok, je regarde juste si la fourrure, elle a l'effet, le manteau de fourrure, il a l'effet Cryos. Cryos, ça veut dire que tu obtiens un dé en plus pour tester ta cryo-résistance. Donc vous avez tous les deux un dé en plus pour tester votre cryo-résistance. J'ai une paire de 6. Donc je ne canalise pas mon adrénaline non plus. Tu peux pas avoir une paire de 2 non plus? Non. De quoi? Tu as pas une paire de 2? J'ai même pas une paire de 2. J'ai lancé 5 dés et j'ai fait un 5, un 1, un 3 et 2, 6.
Tu peux relancer, D'accord. hein, si tu veux. Est-ce que tu as des éléments, est-ce que tu as des choses qui peuvent relancer? Est-ce que tu as une protection, par exemple, qui te... Le manteau de fourrure n'accorde pas de protection, n'accorde J'ai pas de relance. j'ai un cuir épais Ok. qui a un effet thermique 1. Bah, donc ça, ce sera les effets, ce sera les froids que tu vas encaisser, mais le cuir épais, il a une relance. Il a de une un. relance. Il a une relance de 1. Donc je peux relancer un dé. Et on peut prier Tu peux très fort. relancer tout partie de tes dés. Hein. Ah, bon ok, donc j'ai une paire de 2. Ok, très bien. Une paire de 2 avec l'adrénaline ou sans l'adrénaline? Avec l'adrénaline. Ok, d'accord. Donc, Donc ça je- reste je- une je- paire, mais c'est au moins avec l'adrénaline. J'ai lancé 3 dés, j'ai fait un 2, je suis... Très bien. Ça Je marche. vais noter que j'ai utilisé ma relance. Tu es, alors que tu es dehors, tu fais un malheureux double 2. Alors que tu sens vraiment que le froid tout autour de toi, vraiment, à plusieurs moments, en fait, le froid vient ralentir ton travail, puisque tu es obligé un petit peu, tu sais, de te frictionner les mains, de te réchauffer les épaules, de faire des mouvements comme ça pour tenir. Toi, Makani, tu vois à travers la verrière, la petite verrière de ton cockpit, tu vois Marco qui s'affaire sur le gouvernail avant de votre char à voile, et il a l'air pas d'être transi de froid, mais en tout cas il a l'air quand même d'être mis à rude épreuve. Marco, en fait ce qui se passe, c'est que déjà tu vas subir, alors attends, je cherche la jauge, tu vas subir 2 froids, malgré ton double, 2 froids qui vont qui vont surpasser la difficulté, que tu peux encaisser avec des points d'armure de Thermica. Je me rappelle. Voilà. Et donc, j'ai un seul point de santé en froid que je viens de perdre. Alors, normalement, non. Parce Ah. que, bah non, parce que si tu es équipé du manteau de fourrure, il a 2 en thermique, Ah, et ton cuir épais, il a 1 en thermique. Donc ça va. non, c'est bon. Non, c'est Par bon. contre- Donc, Par contre, tu sens que Krios, que le froid en fait commence à s'immiscer à travers les plis de ton vêtement. je rentre immédiatement. Je rentre immédiatement me réchauffer. Ok. Dès que c'est fini, on va pas se mentir, c'est du travail bâclé. Marco le sait. Ça tiendra ce que ça doit tenir. Il va se réfugier. Très bien. Et quand tu rentres, tu vois, Makani, que Marco est quand même transi de froid. Je pense que du coup, je vais lui proposer d'échanger ne serait-ce que les manteaux de cuir, parce que le mien est au moins resté un peu plus chaud que le sien. Donc je pense qu'on va échanger pour l'aider un peu à se réchauffer. Moi, ça me refroidira peut-être un peu, mais lui, ça l'aidera à se réchauffer un peu plus, quoi. Ok. Ça marche. Je pense pas que ça ait vraiment d'incidence sur les jets, mais... Merci Makani. Toi, Makani, qui est resté à l'intérieur, tu peux pas t'empêcher de... Pendant que tu fais ça, vraiment, Marco, moi je pars du principe que tu es vraiment transi et que tu es un peu occupé à vouloir te réchauffer, tu as l'esprit posé là-dessus. Toi, Makani, qui a plus un regard posté sur l'extérieur, sur l'intérieur, sur l'extérieur, sur l'intérieur, tu peux me faire un petit jet d'observation, s'il te plaît, avec le cœur. Alors avec le cœur, ça fera 2. Ensuite, ça va être quoi en aspect secondaire, du coup? Krios, s'il te plaît. Ah, Krios. D'accord. Et en compétence, tu viens de dire... Observation. Observation, on va y arriver. Observation, donc ça fait 0. Krios, ça fait 0 aussi. Et donc corps, ça fait que 2. Cœur, je t'ai attends, dit. cœur, oui, ça fait 2 aussi, c'est pareil. Mais du coup, je ne lance que 2 dés si j'ai pas de compétence et pas d'aspect secondaire. Ça arrive, parfois. Pas aller loin. Effectivement. T'es pas hyper adapté à cet environnement, tu le sais. Clairement pas. Oui, clairement pas. J'ai fait un 4 et un 3. Ça va pas aller loin. Ok, et ben tu ne fais qu'apercevoir quelque chose et tu te dis peut-être que c'est mieux que je n'ai pas vu ce que c'était, mais juste à un moment, tu tournes le regard, tu vois, en fait, quand vous avez percuté ce truc, vous avez dérivé un moment en raclant un petit peu avec le char à voile. Et qu'on puis, arrive à s'arrêter, ouais. ouais, voilà, et vous vous êtes posé dans le creux
d'une dune pour être suffisamment protégé du vent et tout. Et quand tu poses ton regard sur l'horizon, tu vois sur la crête d'une dune, tu vois, mais ne serait-ce qu'une demi-seconde, tellement peu que tu te demandes si c'était réel ou si c'était un mirage, tu vois la silhouette d'un gigantesque humanoïde se faire percuter par une rafale de vent et se faire pulvériser en poussière glacée. Ok. Ok. Je sens que je vais adorer retourner à la lanterne. Tu subis 2 stress alors que tu vois ça. D'accord. Alors il me semble que tu m'as dit tout à l'heure que les stress, c'était là où je pouvais lancer les D6. Ouais, donc Si tu je peux me lancer trompe 2 pas. D6 et pour chaque 6 tu ignoreras un stress. D'accord. Alors je vais le faire tout de suite. C'est la tactique, pour les viewers, c'est la tactique inertie émotionnelle des dérivants qui prennent un peu tout, non pas à la légère, mais qui ont ce truc de vivre avec la dérive et donc de laisser un peu couler les événements avant que ça impacte leur santé émotionnelle. Du coup, ça fait 2 stress en plus parce que j'ai pas fait de 6. Par contre, du coup, je suis à 3 sur 3 en stress. Très bien. Donc il me semble que je repasse le stress à 0. Par contre, je coche un des yeux Exactement. Un des yeux de la bestiole. Exactement. Tu coches un des 2 yeux du petit crâne. C'est le premier œil que tu coches. C'est pas le deuxième, on est d'accord ? Oui. Très bien. Tu coches le premier œil, effectivement. Pour l'instant, tu es brisé en cœur. Donc jusqu'à ce qu'on t'enlève au moins un stress, ou jusqu'à ce que tu fasses quelque chose qui te fasse redescendre un petit peu ton stress à moins que ton maximum, tu es brisé en cœur et donc tu ne peux plus utiliser ton aspect cœur. Donc je reste à 3 dans le stress. Ouais, tu restes à 3 dans le stress. Okay. Ouais. Voilà, tu vois ça, l'espace d'un instant, tu sais pas, c'était grand, ça avait plutôt vaguement la forme d'un humanoïde et au moment où tu l'as vu, ça a disparu, pulvérisé en particules de givre. Tempête. Je pense que je marmonne un truc contre mes camarades qui sont partis sans providence et qui m'obligent à naviguer dans ce rafio de pacotille. Et je relance les cordes pour partir de là et espérer trouver un scalf perdu dans cette neige. Vous reprenez la route. Que faites-vous ? Alors que vous naviguez, vous avez un cap, mais vous n'avez aucun visuel. Je vais monter en expédition. Prix de fusée éclairante. J'y avais pensé en plus. Non, je vais me mettre en observation. Ok. Il y a des fusées éclairantes dans ce catamaran. Allez, pour que ce soit un peu à moi aussi de lancer les dés, je vais lancer un des 6 pour voir s'il y a... Enfin, je vais lancer le dé de l'histoire. Oui, vous avez de la chance, il y en a une. Désolé. D'accord. Parfait. Ok, je te la montre et on l'utilisera. Dans un gros boîtier, là. Vous voyez, dans un gros boîtier, il y a marqué, c'est même imprimé dessus le numéro du char à voile, et vous voyez même le lance-fusée et la fusée à usage unique, tu sais, oui, la en fusée rouge, éclairante. emergency, enfin voilà. Ouais. Je fais un signe de la tête vers la boîte à Marco en lui disant on l'utilisera en dernier recours. Si on les trouve pas avec les yeux, on en lancera une en dernier recours en espérant qu'ils la voient et après on fait demi-tour. Au pire, ça leur donnera un cap. Parce que je pense qu'ils sont aussi perdus que nous. J'ai tendance à dire que le scalf, il sait où est la bouffe. On peut Je espérer. lui fais confiance à cette bestiole. Ou qu'il s'en tirera ses confrères. Sauf si on a des scalps dans le convoi. En espérant qu'il se soit pas encore coincé une pète dans une crevasse. J'espère que la première fois, ça lui a servi de leçon. Bon, en attendant, je vais juste passer la tête voir ce qui se passe. Ok. Tu montes. Tu peux me faire un petit jeu d'observation. Bien sûr. Observer quoi? Est-ce que ça peut être avec du corps? Parce que je me concentre très fort pour utiliser mes sens. Est-ce que tu m'autorises et ensuite je présume qu'en environnement ça va être vaste. Ouais, ça peut humain, être, peut-être. ça peut être vaste ou exposé.
Est-ce que soldat pourrait marcher, étant donné que c'est l'entraînement d'être une sentinelle? Est-ce que dans ta vie de soldat, tu as eu l'occasion d'être confronté à ce genre de moment? Alors, peut-être pas ce genre de moment dans le sens où il y a une tempête, mais ayant eu un passif dans la... C'est pas la Navy, mais la lanterne, tu sais, il y a le fait que de vouloir repérer d'autres vaisseaux afin d'organiser des contrôles. Donc on a une formation minimale au tour de garde. Oui, ok, ça me va. Et observation, j'ai une jolie bulle. Voilà, donc je jette 4D. Oui. Explique-moi pourquoi on gromelle sur les autres qui sont partis sans pilote, mais on ne fait que des jets sur des compétences que nous n'avons pas. J'ai une paire de 5. Ok. Tu ne vois rien. Ça fait combien le temps d'heures passe, hein, ça fait quelques heures que vous êtes partis. Ouais, ça fait combien d'heures là qu'on est parti 4 Ça fait déjà 4 heures, en sachant qu'aux autres on leur a dit qu'il devait faire 1 heure. Hein. Oui, mais là on n'a pas de transmission, donc on peut rien et on les a pas trouvés. Est-ce que tu penses qu'il fait assez sombre pour qu'on voit une fusée éclairante? Je demande au narrateur. Pour mon personnage, là, si je lance une fusée éclairante, est-ce qu'il y a moyen qu'on la voit ou pas? Oui, largement. Okay. Ben, on est au Polescar, c'est des fusées qui sont faites en plus là, c'est pas une fusée, c'est pas un pistolet de détresse, c'est presque un module de véhicule, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est là pour alerter sur une très grande distance. On la verra. C'est pas dit que Joaka ait quelque chose qui puisse répondre à ça, mais par contre, eux la verront. Ok. On l'utilise et on commence à tourner en rond après. En espérant qu'ils en aient une autre pour nous répondre, c'est surtout ça, parce que là il va falloir qu'on fasse demi-tour. Ça fait déjà du temps qu'on est parti. Si on fait pas demi-tour, c'est nous qui allons mourir. Avec la tempête, on n'avait qu'une journée, là on en a déjà mangé une demi. Donc c'est foutu, faut qu'on y retourne. Je prends la première crête possible. Enfin, je suppose que j'essaye pour m'éviter le plus de vent de naviguer en fait un peu bas, mais quand même. Pas trop de remonter à intervalles assez réguliers. Là, je me pose en haut d'une crête et en fait, il va la lancer. Je lui laisse lancer la fusée. Je continue encore 5 ou 10 minutes, je fais demi-tour et je repars dans l'autre sens. Marco, tu saisis la fusée. Tu l'armes dans le mortier. On est presque sur un mortier d'artillerie, tu vois. Enfin, ça te rappelle quand tu tirais des mortiers d'artillerie, si jamais tu l'as fait. Voilà, tu armes. Tu ouvres les coutilles, tu tires, et puis ça fait vraiment un bruit, et ça fait surtout une odeur de soufre immense, ouais, ça fait un toum, mais qui résonne dans le cockpit. Il y a une odeur de soufre, d'œuf pourri, dégagée par l'armement en fait de cette fusée qui va vous empester potentiellement les cheveux, les vêtements, la fourrure. Je pense que je mourrai contre ce collègue qui n'a pas pensé à sortir du véhicule avant de la lancer. Non, mais c'est fait exprès, hein. C'est que le mortier, il est armé. Ouais, mais là, sur le coup, le bon point, le soufre, ça réchauffe. Et vous tirez cette gigantesque fusée qui vient éclater dans les airs, dans une traînée violette, assez extrêmement visible. Et par je ne sais quelle surprise, quelques minutes plus tard à peine, mais vraiment même pas une minute plus tard peut-être, vous voyez un panache de fumée vous répondre à ça. Vous rappelez la couleur colorée de la fusée de détresse que vous aviez déjà vue tirée par Joaka lorsqu'il vous avait alerté sur la glace quelques jours plus tôt. Et vous voyez que son panache de fumée est, à l'estimation, peut-être à 10 minutes de char. Je fonce. J'attends, je sais même pas si j'attends de finir de calculer, je fonce. Fais-moi un jet de pilotage, s'il te plaît. Ok, là c'est pas le moment de se planter, donc je pense que je m'ai plus inventé, donc je vais faire ça avec de l'esprit. De l'esprit, du vaste et du pilotage. Ça te paraît bon, ça? Ah bah, c'est toi qui sais, hein. Moi je suis pas pilote. Hein.
Ouais, c'était plus pour l'aspect secondaire, je sais pas. Ouais, ça je va. pense que c'est plus l'environnement, c'est plus le vaste. Parce que toute le façon, Stratos, ah, je suis forte, mais là, j'y suis ah pas. non, Donc... là c'est pas valide. Et à mesure que la tempête va arriver, c'est le Krios va prendre le pas sur le vaste. Et, Je vais rester à l'intérieur surtout, oui. Donc, esprit, 2D plus le vaste, 1. Et en pilotage, ça fait 2. Donc, ça fait 4D. 4D que je lance. Hop, alors, tac, 4D. Hop là. Je fais une paire de 1. Ok. Non pas que ce soit important, mais ça fait une paire. Est-ce que tu estimes que c'est suffisant, Lorraine? Je vous le dis parce que la mécanique de relance, elle se prend en main et voilà. C'est que, en fait, dans Polescar, on m'annonce toujours le résultat qu'on juge être le meilleur. Et comme dans la vraie vie, on donne le meilleur de soi-même dans chacune de ses actions pour réussir. Parce qu'on ne connaît pas la difficulté des épreuves de la vie. Là, si tu peux y arriver juste avec un pilotage relativement facile. Mais si c'est une vraie course contre la montre, c'est pas facile en fait d'aller là-bas le plus vite possible, etc. Je sais pas si j'essaye d'y aller le plus vite possible. J'essaye d'y aller surtout sans autres dégâts. Je pense que vu que c'est pas si loin que ça, je préfère mettre genre 15 minutes, mais y aller et être sûr d'arriver à bon port et d'être en un seul morceau, plutôt que d'y aller vite. Ok. Est-ce que tu me valides un double? Ce stress. Je sais pas. C'est quoi ce choix? T'en penses quoi, Marco, du coup? Alors, la situation, c'est qu'on a la tempête qui s'approche. Hein. Ouais, mais justement, je crains plus les jets de pilotage sur le retour avec la tempête encore plus proche que là maintenant. En toute transparence, pour moi, c'est pas ce jet où il va falloir consommer des ressources parce que après on a le retour. C'est ça. Où il va falloir battre la tempête à la course avec le scarf. Avec le scalf. Non, le scalf il suivra pas, mais. Ah, ça m'étonnerait que notre ami Joaquin l'abandonne. Ah non, mais je sais bien, mais à mon avis, on va pas pouvoir le ramener dans notre catamaran. Hein. On est d'accord qu'il n'y a pas la place pour un scalf. Hein. C'est un biplace, ils sont déjà 3. Hein. C'est archi mort pour qu'on mette un scalf en prix. Est-ce que tu valides un double, ma chère Lorraine? Oui, on va valider un double et on va dépenser nos ressources plus tard. Vous vous mettez en route en direction de ce panache de fumée qui, contrairement au vôtre, s'est très rapidement effacé, a très rapidement été balayé par le vent. Vous avez eu d'ailleurs une chance assez inespérée que je fasse un jet défavorable à votre rencontre, mais surtout que vous soyez suffisamment proche de eux au moment où vous tirez votre fusée pour voir la leur. Tu te diriges vers eux. Effectivement, comme tu l'as dit, tu es plutôt prudente, tu ne vas pas vite. À mesure que tu te rapproches de leur direction, de leur position, tu entends à droite, non, à gauche, mais non, à droite, mais attends, à droite et à gauche, tu entends des espèces de petits sifflements. D'abord comme des sifflements stridents, comme si c'était votre catamaran qui aurait qui serait en parfaite harmonie avec la glace en fait qui recouvre le sable et qui ferait légèrement crisser comme un patineur artistique qui viendrait surfer comme ça sur la glace. Et en fait, le sifflement, il est de plus en plus strident et il fait un espèce de sifflement très lancinant. Et en fait, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Toi, Marco, tu l'entends aussi, ce sifflement. Et en fait, vous voyez des espèces de sillons qui viennent régulièrement, qui semblent progresser en parallèle de votre direction et qui viennent régulièrement remonter à la surface, redescendre en profondeur, remonter à la surface. Et à certains moments, vous voyez, quand il remonte à la surface, quand il est au climax de sa remontée, vous voyez un petit éperon de glace qui se forme et qui redescend. Et vous voyez ces sifflements-là qui montent et qui semblent s'atténuer quand ce sillon s'efface dans les profondeurs et qui s'accentue quand le sillon remonte à la surface. Au secours. Je pense que j'essaye de les éviter ou
ça doit être des bestioles, on est d'accord, qui font ça sous la glace et qui vont essayer de nous bouffer. Donc on soit Ça d'accord. pourrait être des baleines volantes de glace. Ça pourrait être une créature mignonne qui mange du plancton. Je pense que j'ai pas la patience et que je lui ai dit de la fermer. Au moment où il commence son explication abracadabrante en mode juste ferme-la si tu m'aides pas, c'est juste tais-toi. Je pense que je peux essayer de les soit de tracer tout droit, soit de les emmener vers une crevasse, un truc qui les ferait perdre mon chemin quoi, parce que là si je les emmène vers le scalf, c'est foutu quoi. Ok. Au moment où tu dis ça, tu vois surgir. Au moment où tu dis ça, tu vois surgir de la glace. Ce que tu vois là actuellement à l'écran et ce que nos chers camarades verront dans un instant, ils le voient désormais. Tu vois une de ces créatures, enfin un de ces sillons qui vient vraiment à l'oblique et au moment où sa trajectoire ou la trajectoire va atteindre votre char à voile, tu vois le sillon éclater, la croûte de glace vraiment éclater et tu vois une créature comme celle-là qui vient vraiment bondir et qui essaie dans un espèce de cri qui vient essayer de percuter votre cockpit. Ok ? Pour vous faire simple en termes de dimension, ça a fait la taille d'un lion, ça a la gueule d'un gros crocodile et c'est complètement constitué de glace. Et que vous ayez 1, 0 ou 3 en Cryos, vous savez qu'on appelle ça des givre-crocs. Parce que c'est de notoriété publique. C'est vraiment le chien de Cryos, quoi. Okay. Et tu en vois un comme ça, vous êtes quand même à vive allure et tu vois qu'il vient se percuter sur ton cockpit. Il semble essayer de griffer le verre de ton cockpit et il retombe. Et vous voyez toujours les sillons qui progressent en parallèle du vol. Je pense que je jure copieusement en ayant, au moment où il surgit, je pense que j'ai une manœuvre essayée d'évitement, ce qui fait peut-être qu'il s'accroche seulement au cockpit et qu'il tombe pas du tout là où il avait calculé, parce que j'ai pour réflexe quand je pilote ça, mais c'est peut-être... voilà. Et je jure copieusement en mode, tout en réfléchissant à pleine vitesse à comment je vais me sortir ça pour ne pas les amener à Joaka. Parce que là, je suis cuite. Donc je continue à progresser, mais on voit clairement qu'à la place de foncer droit vers là où était la lumière, je commence à dévier un peu à droite, un peu à gauche, en mode faut que je trouve un truc pour les éloigner. Parce que là, je vais pas leur emmener 300 bestioles comme ça, c'est mort. Sinon, on perd notre informateur et ce sera pas bon. Donc, tu t'éloignes foncièrement dans une direction différente ? Non, je reste toujours pour savoir où est-ce qu'ils sont censés être, parce que on n'a plus le panache de fumée, rien du tout, mais je veux pas les perdre une autre fois. Mais il faut pas que j'emmène directement, que je fonce droit vers eux, parce que là je leur amène plein de bestioles qui vont essayer de les bouffer et c'est mort. Donc après, qui te dit qu'ils ont pas déjà des bestioles sur eux, quoi ? Oui, mais leur en amener plus va pas les aider en fait. Donc il faut que je trouve une manip pour m'en défaire de ces bestioles-là. On peut essayer de faire, un crochet, on tourne autour. Oui, c'est ça. C'est plutôt... Ouais, c'est ça. C'est tourner autour en espérant qu'on ait un truc qui les fasse décrocher, quoi. Qu'on aille plus vite. Ok, vous continuez qu'on aille plus vite, je sais pas... Vous continuez à progresser. Vous voyez que à la distance où vous allez, à la vitesse où vous allez, le char à voile là quand même, il est propulsé par les vents d'une tempête. Vous allez quand même très très vite. Et donc, vous voyez que les crocs, ils ont une vitesse, en tout cas quand ils sont sous la glace, ils ont une vitesse assez fulgurante. Ils vous tiennent tête. Enfin, en tout cas, ils tiennent en respect le char à voile, quoi, en termes de distance. Ouais, ils décrocheront pas tout de suite, quoi. Ils décrocheront pas tout de suite, exactement. Il y a moyen de le faire décoller un minimum. Je sais qu'on peut pas atteindre la hauteur d'un aéronef, mais est-ce qu'il y a moyen, avec la légèreté qu'on a, se faire porter pendant un petit moment, histoire de les obliger, en fait, parce que je serais, à mon avis, aussi rapide au niveau du sol que quelques mètres au-dessus, porté par les courants. Eux, non. Donc le but, c'est de faire décoller pour les forcer à sortir, pour les forcer à ralentir. Alors, c'est tout à fait possible, et comme pour un catamaran qui prendrait une grosse vague, j'ai envie de te dire, si tu te sers d'une dune comme d'un tremplin, ça peut marcher. Et la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'avec une prouesse, tout est possible. Mais non. Je même pas de quoi faire une prouesse.
J'ai C'est quoi, 4 dés à peine. c'est quoi ton meilleur jeu? Est-ce que le MJ t'autoriserait Stratos? Si on parle de voler. Est-ce que notre narrateur préféré nous autoriserait Stratos? Stratos, non. Mais Aéros, pourquoi pas? D'accord. Déjà, c'est un peu mieux. Alors. Parce que Stratos, c'est les courants gravitaires, Oui. la portance, etc. D'accord. Mais C'est un Aéros, peu- du fait que je puisse les connaître. Là, on va dire que c'est plus ta fibre aérienne qui prendrait le dessus, plutôt que le côté terreux, chenillé, exposé, etc. quoi. Ok. Voler, t'as ça dans le sang, Makani. Donc en fait, là, Ouais. je me dis, je vais essayer de voler avec un tracteur, quoi. Mais c'est possible. Oui. J'ai déjà fait ça avec des engins plus compliqués que ça. Allons-y. Et j'ai pas l'intention de me laisser gagner de vitesse par des lions de glace. Très bien. Toi, pendant ce temps, Marco, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose? À certains moments, hein, juste pour vous dire, à certains moments, vous avez à nouveau ces givre-crocs là qui sautent quand ils jugent qu'ils sont à bonne portée. Ils sortent vraiment du sable et ils viennent percuter le char à voile avec la volonté de le faire chavirer, quoi. Régulièrement, vous avez des espèces de secousses qui font vriller un peu le char, mais vous arrivez à reprendre la bonne direction et tu sens que les coups sont violents, quoi. Tu peux quand même me faire un petit jet, même si t'as rien en connaissance. Alors, je t'autorise. Le givre-croc, il est associé à Krios et Ovast. Donc, je t'autorise Krios, Ovast. Tu peux utiliser ton esprit, et même si t'as pas de connaissance, peut-être que t'as entendu un mec au bar qui t'a raconté qu'une fois, il s'en est sorti parce que ta. Donc, moi, un petit jet de connaissance quand même. Donc, ce sera esprit, hein. Parce que connaissance 0, vaste 0. Ah ouais, t'as rien en fait. Ok. Région inconnue. Donc, nope, je fais un 2, un 4 et un 6. Donc, Marco se rappelle de rien. Il fait une solution à Marco. Dans son dos, il sort un couteau qui est en fait un morceau de métal de coque qu'il a affûté. Donc, c'est une saloperie comme ça, très large. Il se met juste au-dessus de l'ouverture et en fait il attend qu'un des chiens de Krios, Reste la tête dedans parce que Un des je suis en train de givre-crocs. manœuvrer. Hein. un des givre-crocs arrive, tu sais, et tape pour ouvrir, le planter sur le travers et histoire de le blesser. Ok, très bien. Très stylé. Makani, est-ce que tu as tenté une prouesse? Est-ce que tu as fait un jet de J'ai pilotage? tenté une prouesse et j'ai grillé une détermination parce que là c'est le moment de griller pour relancer des dés et donc j'ai réussi à avoir et j'obtiens 5-1. Ok, très bien. Donc tu réussis ta prouesse. Yes. Bravo, C'était tu gagnes. le moment. Bravo, tu gagnes déjà 2 points d'expérience. Pense à le noter maintenant parce que à la fin on s'en souvient pas forcément. Très bien. Tu vois la dune parfaite, la dune qui te fournira le tremplin parfait. Tu vois Marco qui se positionne à l'écoutille, qui tend à se servir de l'écoutille comme d'un bouclier, et un gros schlass dans la main. Makani, 2 bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. Que se passe-t-il? Je prends même pas le temps d'expliquer ça à mon collègue, je vérifie juste qu'il a la tête dedans parce que sinon ça va me gêner. J'avise la dune la plus haute possible avec une bonne pente pour le décollage. Et je fonce dessus, quitte à faire un mouvement assez brusque en fait pour tourner, peut-être ça déséquilibre Marco un peu. Et en fait, je prends cette dune comme un trampoline en fait. Ok. Et je fais décoller je fais décoller le char à voile. Je voulais lui trouver un nom, mais je n'en ai pas d'autre. J'en étais aux Providence, mais c'est pas du tout le même. Et donc je passe largement au-dessus et je pense qu'on voit les bestioles qui justement s'entendent. La dune et le truc décollé en fait vont toutes se jeter à sa portée en fait en sortant toutes ou une grosse majorité dessus et juste se collisionner entre elles parce que je suis passée largement au-dessus. Enfin pas largement au-dessus mais suffisamment au-dessus pour qu'elles m'atteignent pas même en sautant aussi haut qu'elles pouvaient. Donc il y a un tas de
lion crocodile de glace étalé par terre et nous on refile un peu plus loin. On réatterrit peut-être pas le plus élégamment que j'ai fait, mais sans casse, pour filer tout droit. Et là je vérifie qu'il n'y a pas d'autres sillons et je trace vers là où était censé être Joaka. Très bien. Et ben c'est exactement ça qui se passe, hein, vraiment. Au moment où tu percutes la dune, il y a tous ces sillons qui... tu vois qu'il y avait une bonne demi-douzaine, donc 6-7 givre-crocs qui vous poursuivaient, qui ont vraiment, eux, percuté la dune, voilà, et qui sont retombés. Et au moment où ils sont retombés, ils se sont directement réenfouis dans la croûte de sable et de glace, et vous avez perdu leurs traces. Toi, pendant que vous êtes en l'air, Marco, de ton côté, tu subis un petit peu toutes les manœuvres de Makani, de réception, etc. Néanmoins, quand vous êtes en l'air, tu as un petit peu une vision hors du temps, tu vois, un petit peu un ralenti, qui fait que tu observes la plaine en contrebas, et tu vois non loin, vraiment à moins d'une centaine de mètres, tu perçois en fait la silhouette, une silhouette assez massive, assez sombre, et visiblement des silhouettes plus petites autour qui semblent s'agiter. Ok. Et tu vois, parce que vous êtes j'imagine que tu t'es servi d'une très très grande barcane, d'une très grande dune pour prendre appel, et donc vous êtes vraiment en position avantageuse par rapport à eux. Tu vois vraiment en plongée ce qui se passe. Tu vois donc ce groupement de silhouettes sombres, et tu vois tout autour faire comme des cercles concentriques. Tu vois plusieurs sillons tourner autour d'eux. Est-ce que je peux atterrir en plein milieu des sillons, histoire d'essayer de leur faire peur, les bestioles, ou de les accrocher, on va dire, pour retenter la même chose plus loin? Ça me va. Alors, ça peut m'aller, c'est-à-dire que tu arrives à cet endroit-là, ça coupe un peu. Alors, c'est pas un sillon complet, hein, on est d'accord. Oui, mais oui, en tout cas, voilà, tu fous un peu le bordel dans leur groupement de sillons là, et vous arrivez, vous fracassez, même si voilà, il n'y a pas de risque, hein, parce que tu as fait une prouesse et tout. Toute mesure gardée, j'atterris lourdement. Tu atterris lourdement, exactement, et vous arrivez à proximité de cette silhouette. Vous identifiez immédiatement la silhouette du Scalf. À première vue, le Scalf gît sur le sol. Vous ne savez pas s'il est vivant ou mort, mais en tout cas, il est vraiment... S'il est encore vivant, il est mortellement blessé, puisqu'il n'est plus sur ses quatre pattes. Il est vraiment couché au sol, presque sur le côté. Et vous voyez vraiment comme un espèce de barreau d'honneur qui se tient en arc de cercle, avec derrière eux la yourte qui a été affalée sur le côté, balayée par les vents. Vous voyez la yourte, vous voyez ce Scalf qui gît sur le côté, et vous voyez Joaka et ses deux enfants, Oni et Koba, qui se tiennent comme ça en vraiment barreau d'honneur, des longues lances dans leurs mains. Vous voyez Oni qui a la jeune adolescente qui a un grand arc avec un carquois pour la scène, je vous décris tous les détails, qui est bientôt vide, et qui tire flèche après flèche pour tenter de ralentir les givre-crocs qui tenteraient de trop s'approcher et qui ne seraient pas effrayés par Joaka, qui lui tient une lance dans une main et une torche de l'autre. Et vous voyez Koba qui, lui, âgé d'à peine 7 ans, prend pleinement part au combat, puisqu'il a dans ses mains plusieurs torches qu'il ne cesse d'allumer pour les donner à son père, ou parfois les balancer pour continuer à alimenter un espèce de cercle malheureux de torches, un cercle de flammes qui ne manque pas de se faire engloutir dès la première rafale de vent. Vous arrivez là, vous foutez le bordel dans la meute de givre-crocs, les sillons qui forment des cercles concentriques se dispersent un moment. Vous voyez tous ces sillons qui partent à la tangente, qui partent à l'oblique, et quelques instants plus tard, qui se retournent et qui viennent reconverger dans votre direction. Vous avez quelques dizaines de secondes pour agir. Que faites-vous ?
Je sors immédiatement. Et en fait, je sors, si tu veux, j'ouvre le coffre, hein, enfin le sas. Il saute, il a donc poignard à la main et hurle à Joaka. Joaka, Oni, combat sur le bateau. Et il court vers l'avant. Mais tu vois, en fait, il va planter sur le côté, c'est du métal, tu sais, ou du bois. Il plante avec le couteau et il se met en trapèze, le bras tendu pour essayer déjà de choper les gamins au passage. Le véhicule, c'est un véhicule quasi individuel, donc c'est 3 places maximum. Ça veut dire que vous pouvez être embarqué jusqu'à 3 personnes en étant confort. Ok. Au-delà, c'est c'est les bot people, quoi. C'est-à-dire surcharge. Il y a il faut s'accrocher à l'extérieur. Ça se fait, hein. Mais il y a à chaque fois qu'il y a une manœuvre de pilotage un peu risquée, il y a le personnage qui est dehors, il fait une manœuvre de mouvement tout aussi risquée pour essayer de bien réussir à s'accrocher, etc., etc., etc. On le fait. On le fait. De toute façon, alors c'est facile. Il y a des animaux qui sont aussi rapides qu'un char à voile. Donc toute personne qu'on laisse au sort, elle meurt. Le char à voile peut les attirer ailleurs, donc j'avais tendance à dire ça. Après, le narrateur va nous laisser 35 secondes pour décider. Non, mais en fait, c'est facile. Marco te dit, il y a 2 meutes. On en a semé une, il y en a une ici. Donc même si tu sèmes celle-là, il y a toujours l'autre. Et on est toujours moins rapide. Chope-les. On fait ça. Et Marco et j'adore. Ouais, Okay. et moi Donc, je ralentis, j'essaye de m'approcher pour qu'il chope les gamins et j'espère vraiment qu'il arrivera, quitte à refaire un tour une fois qu'on a les gamins, pour récupérer le père. Ok, vous vous arrêtez, enfin vous ralentissez le char à voile vient racler une première fois, une deuxième fois, vous arrivez très vite, tu opères vraiment un freinage, tu plonges le gouvernail arrière du char à voile en plein dans la croûte pour freiner au dernier moment. Toi, Marco, t'es déjà sorti, tu vois les sillons qui se rapprochent, tu vois Oni et Koba qui sont très contents à te voir, c'est assez inespéré quoi de te voir, donc ils ont des regards écarquillés quoi. Tu vois Koba qui se dirige vers toi. Toi, ton objectif, pour bien comprendre, c'est de les prendre et de les jeter dans le... C'est ça. En fait, c'est soit s'ils sont pas en danger, tu vois, enfin, si je peux, donc c'est les attraper, t'encaisses au passage et tu les lèves. S'il y a une bestiole, c'est switch de main et je vais me faire la bestiole pendant que eux, ils se démerdent pour monter. Ok. Donc ça dépend de la situation au moment de on se rend. Ok. Ce qui se passe, c'est que tu vois Koba qui court dans ta direction. J'ai essayé de m'arrêter quasiment le plus près possible. Enfin, vraiment, ils ont 3 pas à faire si je peux. Si je peux, hein. C'est vraiment le. Ouais. Carrément. Tu vois Koba qui se précipite vers toi, qui saute vers toi. Tu as juste à le saisir et à le jeter dans le char à voile pour qu'il grimpe, quoi, tu vois. Tu n'entends... Enfin, il te crie quelque chose, mais dans la peur, il parle en résistant, tu le comprends pas. Et t'as Oni qui est là, en fait, qui protège, en fait, la fuite de son petit frère et qui, du coup, tire, qui est trop occupé à bander une flèche, à ajuster sa cible, à tirer. Et tu vois qu'elle est trop occupée à aider son père à maintenir les givre crocs hors de portée. Et elle n'est pas focus à l'idée de monter dans le char. Que fais-tu ? Si le petit est dans le char... Le petit, sans problème, il est monté dans le char. Reste. Tu leur cries de monter et t'essayes de la choper par les bras, elle. Tu peux la saisir hein, si tu veux, en mode... En gros, c'est en mode combat. Hein. C'est... Ça, c'est une prise de judo. Je vais lui laisser beaucoup le choix. Ok, et ça marche. Tu peux me faire un petit jet de combat avec humain et corps, s'il te plaît, pour vraiment, parce que tu vois qu'elle en fait, elle se laisse pas faire quand même. Elle est là, elle te crie, elle te crie quelque chose au moment où tu la saisis. Elle te dit non. Elle te dit non, aide mon père. Est-ce que même question par rapport au passif de frontalier, est-ce que tu m'autorises le passif de frontalier sur les zones inexplorées? Non. D'accord. Alors, j'ai eu idée, parce que corps combat humain, c'est un peu la spécialité de Marco. Ok. Enfin. Ça y est.
Bon, bah, quitte à y être, je pense que je peux faire 4D pareil. Ok, je t'impose le dé d'adrénaline. Le dé d'adrénaline, il fait 5. Et donc, voilà. Pendant que tu fais ton jet de dés, tu vois, toi, Makani, tu vois Joaka qui est là, qui vraiment à un moment, en fait, il voit ce que vous êtes en train de faire, il comprend, et du coup, il veut vous donner le plus de temps possible pour mettre ses enfants à l'abri, et donc, il saisit sa lance à 2 mains, il vient vraiment, un peu en mode cinématique, hein, il prend la torche, il vient vraiment la bander au bout de sa lance avec une espèce de lanière de cuir ou sa ceinture ou un truc comme ça. Il saisit sa lance à 2 mains et il se précipite en direction des 2 sillons les plus près pour vraiment tenter d'embrocher le premier givre-croc. Et effectivement, à ce moment-là, il y a un givre-croc qui sort, qui fait un... Et il vient et il le percute, il lui enfonce la lance en plein dans la gueule, il le cloue au sol, et dans un espèce de grand mouvement pour retirer sa lance, il brise complètement la mâchoire du givre-croc, et tu vois le givre-croc qui se pulvérise en poussière, et la poussière est balayée par les vents. On sait comment les avoir. Je lui hurle je hurle de monter, en fait. Je suis même pas sûre que je prononce les prénoms correctement, je hurle juste monter. Il t'entend, tu vois qu'il y a Koba qui est monté déjà. Mais j'espère qu'il me relayera et que son père va pouvoir l'entendre lui, parce que je sais pas si lui m'entend. En résistant, il te dit « Popé, Popé !» et il te montre son père. Oui, je sais. Je suis au courant et je ne fais que crier davantage parce que là, je peux rien faire. J'essayerai juste de garder les humains qui sont à bord du bâtiment en bonne marche et de redémarrer le plus vite possible. Mais là, j'attends qu'il ait mis la jeune fille à l'abri et je refais un tour et je rechoppe le père et on se barre de là. Alors, c'est surtout... J'ai fait 80. Ok. Parce que donc, t'as fait ce soir, on réussit les prouesses, mais à une seule condition. Faire des 1. Donc je ne valide pas l'adrénaline. Le dé d'adrénaline. Au moment où tu soulèves Oni, tu vois que malgré son jeune âge, elle a une carrure et un poids assez insoupçonné. Et dans ta clé de judo, tu sens tes lombaires qui craquent un peu et tu subis une blessure alors que tu te dis « Ouh, ça demain, ça va piquer ». Mais c'est pas important, c'est pas ce qu'il vise. Parce que là, en fait, donc j'ai la description, c'est ça? Oui. Deux bandes noires apparaissent en haut en bas. 2 bandes noires, et en fait, Marco l'attrape, et il fait un mauvais mouvement, il attrape pas avec la hanche, il attrape vraiment avec le dos et le poids. Il a pas le temps. Parce qu'en fait, il est déjà parti. Il a déjà fait une roulade en dehors du vaisseau pour aller enfoncer son poignard dans le deuxième givre-croc, se retourner, plaquer Joaku et accrocher à l'arrache le filet qui pend sur le travers du catamaran pour pouvoir remonter tous les deux. Abandonnant son arme dans un givre-croc, il la retrouvera certainement quelques temps plus tard quand le givre-croc en colère viendra lui rendre. C'est une prouesse. Qui suis-je pour venir mettre mon grain de sel là-dedans? Très bien. Il se passe ça. La seule chose que tu entends, Marco, au moment où tu viens, où tu te ressaisis et que tu te rends compte que tu as réussi l'action un peu délirante que tu avais pensé réussir peut-être, voilà, et tu vois Joaka qui est là, qui vraiment te saisit, hein. Pour rappel, Joaka, il a, je peux le remontrer sur l'overlay. Il est où mon cher Joaka? Il est là. Hop. Je le mets. Joaka, c'est un beau bébé, c'est un beau résistant, un beau trappeur qui a 3 ans encore au moins, donc il fait 2 bons mètres de haut, quoi. Et tu vois que vraiment, il te saisit comme ça et il te gueule dans une langue. Tu n'as pas d'exposé, hein? Oh, j'ai pas exposé. Ok, dans une langue que tu ne comprends pas, dans une langue extrêmement gutturale qui serait comparable au rugissement au grognement d'un ours en colère, il te gueule quelque chose et ça n'a pas l'air d'être un merci.
en tout cas. Et vraiment, il te plaque au sol, il te relâche, et vraiment, il se retourne. T'as l'impression qu'il va ressauter, quoi. Et il se maintient à la balustrade, et vraiment, il a le regard plein de larmes, et il hurle, mais comme un père qui aurait perdu son enfant à l'encontre du Scalf, puisque au moment où Makani, j'imagine qu'elle met pleine balle direction à l'opposé, quoi, en mode... Avec un mal de cœur pas possible, parce que laisser le Scalf là, sérieusement, ça me fait mal au cœur au possible, mais c'est les humains qu'il faut sauver d'abord. Et à peine à ce moment-là, vous voyez la meute qui, à l'unisson, comment dire, unis dans un espèce de conscience un petit peu collective, sort de leur sillon et se jette littéralement tous sur le Scalf. Vous voyez le Scalf qui se débat un moment, qui donne un dernier coup de corne, qui essaie de donner un coup de sabot et qui très rapidement vient s'écrouler au sol, alors que 1, 2, 3, 4, toute la meute de Givre-Croc vient s'enfoncer dans son thorax, et que toutes ces créatures de givre sont couvertes de sang, et au fur et à mesure vous voyez que le Scalf et la meute s'enfoncent dans la glace jusqu'à quasiment disparaître, et vous entendez les hurlements de Joaka, des hurlements qui déchirent le cœur, alors que vous prenez la direction inverse. Ouais. Vous pouvez tous les deux me faire un jet d'empathie, s'il vous plaît. Un peu quoi? Un jet d'empathie. Non, Sauf je si... crois qu'il veut dire qu'il n'a pas la compétence encore. Sauf, alors, le jet d'empathie que je vous demande là, c'est des jets quand vos personnages ils sont soumis à des états de stress et d'émotions relativement intenses, comme voir un cadavre, perdre un être cher, ou être face à la détresse ou à la misère d'un humain, de quelqu'un pour qui on a de l'empathie. Vous pouvez très bien me dire, non, mon personnage ne ressent rien, ou ne ressent pas suffisamment d'émotions pour faire ce jet d'empathie. Ok, mais j'en tiendrai compte. Non, alors clairement, en fait, Marco essaie de pas le montrer. Tu sais, il serre les dents. Parce qu'il a déjà vu des gens mourir, et il voit la souffrance. Lui, sa priorité, c'est par exemple s'assurer que les enfants n'ont pas vu. Tu vois? Parce que clairement... Je pense qu'ils ont au minimum compris, vu comment hurle le père, et puis ils savent très bien ce qui attend un Scalf. On l'a laissé sans défense, je pense qu'ils savent faire de plus de... Mais voilà, qu'eux aient pas le traumatisme. Tu vois, sa priorité, empathiquement, c'est lui, voilà, c'est un adulte, enfin, il se pense adulte, et c'est empêcher les enfants d'avoir le trauma à pleine puissance. Et tu vois, c'est par exemple se déplacer pour couvrir leur vue à eux ou autre, et c'est peut-être plus les rassurer à eux, parce que de toute façon, Joaka est trop prolongé dans sa peine pour qu'il puisse faire quelque chose. Je pense que je dis rien, mais on voit qu'il y a au moins une larme, voire plusieurs, qui coulent, quoi, malgré le fait que je reste hyper concentrée sur la route et que je file et que je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas de sillons qui nous suivent, parce que les dunes c'est sympa, mais je pense pas que j'arriverai à faire ça 2 fois de suite dans la même partie. Faites-moi tous les deux un jet d'empathie, s'il vous plaît. Tu peux nous dire du coup comment ça se fait? Ça se fait avec cœur, humain et empathie. Ah, ok, ouais, alors j'ai aucune chance d'y arriver. Alors, de mon côté, je lançais 3D et j'ai fait une paire de 5. 3, 4. Rien du tout. Ok. Toi, Marco, tu subis un état émotionnel acceptable. Tu subis un stress. Ok. Il me reste un stress. Très bien. Toi, Makani, ce Scalf, tu l'aimais bien. Même Lorraine. Oui, et puis j'avais sauvé ce... Il m'avait pas laissé le transporter, on l'aurait élitreillé tout de suite, on serait rentré à la lanterne, on aurait un truc, on aurait un couvert, le Scalf serait vivant, on serait pas là au milieu des dunes de sable dans cette putain de tempête, et puis il nous aurait laissé le Providence, et je pense que je tourne en boucle comme ça, en mode et et voilà, bon, voilà. Bref. Tu subis un risque fort, enfin un risque dangereux pour ta santé mentale. Tu subis 2 stress.
que faites-vous maintenant que vous avez vos 3 membres d'équipage, On rentre. votre famille? On rentre le plus vite possible, enfin le moins dangereusement possible, mais le plus vite possible. Disons que je m'arrête pas pour faire du tourisme, mais je prends à la fois la route la plus sûre et la plus rapide. On va très peu se parler, je pense, parce que la charge émotionnelle est trop présente et on peut pas. On va refermer les coutilles avec les 2 enfants qui vont rester avec Makani. Et tu as Joaka et Marco qui vont s'allonger, tu sais, sur le pauvre morceau qui reste à l'avant. Tu sais, essayer de pas bouger, de se tenir chaud et de survivre le reste du trajet. Ok. Toi, Makani, tu vois... Enfin, tu vois, non, tu ne vois pas, tu es focalisé sur la route, mais tu entends Koba et Oni qui sanglotent. Oni sanglote et Koba pleure. Il pleure à la mort. Il pleure la mort d'un frère. Je pense que si je pouvais, je ferais ça, mais là, mon but, c'est de les sauver, donc j'essaye de rester concentrée sur les sauver, et je tourne en boucle parce qu'en fait, il y a que ça qui me fait tenir. Sinon, c'est mort. Moi aussi, je craque, je m'arrête, je pleure, et on n'attendra jamais la lanterne. Donc j'essaye de me focus, quitte à plus les entendre, en fait. Je me concentre sur juste la route, avancer, et c'est tout, quoi. Il n'y a plus rien d'autre qui va passer pendant un petit moment, je crois. À un moment, il y a quelque chose qui commence un petit peu à t'apaiser. C'est en fait, c'est la voix d'Oni qui, ses sanglots s'apaisent et elle se transforme en comptine. Et en fait, tu vois que pour apaiser son frère, tu entends qu'elle entonne un chant résistant, une berceuse, quoi. Et ça a quand même pour effet de t'apaiser relativement. En tout cas, voilà, ça te permet de rester focalisé sur ta route. Voilà. Ça me rappelle que j'ai quand même sauvé 3 personnes et que oui, on a perdu le scalf, mais il y a au moins 3 humains qui sont sauvés et peut-être que ça va sauver le reste de la lanterne. Donc, si on récupère pas nos compagnons non plus dans le Providence, on aura peut-être au moins sauvé quelqu'un. Et enfin, j'essaye de m'accrocher à ces pensées-là en mode, on essaye d'en sauver 250, quoi. Donc oui, de temps en temps, on en perd un, mais c'est pour en sauver plus. Toi, Marco, tu es blotti contre Joaka. Tu n'as pas froid parce que Joaka est écroulé sur toi, vraiment comme un ours. Presque, tu suffoques un peu. Il appuie fort sur ta cage thoracique. Tu as, je pense, plein de morceaux de métal qui font partie de ta tenue, de tes outils, etc., qui viennent presser. C'est pas hyper agréable comme voyage. Après, entre ça et être dévoré par une meute de vivres pro, tu te dis que ça va. Et tu as l'occasion de discuter un petit peu avec Joaka parce que vous êtes vraiment dans un moment d'ultra proximité à tous les deux. Et tu vois qu'il te remercie dans un premier temps d'être venu vous secourir. Il s'excuse de t'avoir percuté, mais parfois la rage est difficile à contenir, mais il s'excuse. Et il te dit qu'il saura faire la part des choses entre la mort d'un fils bête, au sens un fils animal, et la mort d'un fils homme, à savoir s'il avait perdu Koba. Et en fait, Marco va baisser les yeux, en signe de respect, quoi. Tu vois, tes copains restants lui auront dit, tu ne regardes pas les restants dans les yeux quand tu pas de demande pardon. Et d'une voix assez gênée, il va dire, c'est moi qui m'excuse, j'aurais aimé arriver plus tôt. Vous êtes arrivé, c'est déjà ça. Comment va votre convoi? Le convoi est en danger, mortel. Un autre groupe de nos amis a disparu. Ils ont eu un grave accident. Et le convoi a plus de dieu et la tempête arrive. Et on a vraiment besoin de vous pour sauver tout le monde. Est-ce que tu vois qu'il te dit de quoi avez-vous besoin? Un abri. Un abri pour réduire les dommages sur les véhicules et surtout sauver les gens.
où est le convoi? Marco fouille, tape du pied ou du poing, demande à voir la carte, récupère la carte et, tu vois, collé comme ça, il va montrer où est le convoi, où ils l'ont laissé. Tu vois que vous arrivez à vous mettre plus ou moins d'accord sur la position éventuelle du convoi en fonction de la dérive que vous avez potentiellement subie au fil de votre voyage vers leur position, etc. De toute façon, pour les quelques heures où Makani va faire une conduite infatigable, Makani, je t'invite à me faire un jet de pilotage, s'il te plaît. Joaka va te dire... il va te dire... il faut aller... il faut que vous alliez vers le gouffre. Le gouffre de Chouani. C'est une dépression rocheuse au sud du village de Zuka. C'est dangereux, la roche est friable, mais je pense que c'est votre seule chance. Sinon, c'est loin à l'est, les montagnes, à plusieurs jours au-delà de la tempête. On n'a pas le temps, c'est notre meilleure chance. Les montagnes ont déjà disparu, je pense que tu lui signales, les montagnes on les voit déjà plus. C'est notre meilleure chance et tu vois, il va le remercier par une embrassade. Merci Joaka. Le gouffre pourra vous accueillir. Et on va foncer vers la lanterne, puis courir pour dire... Demander un jet de pilotage. Que j'ai j'ai fait du coup avec Vast. Attends, pour l'instant, que j'ai fait avec Vast. Donc j'avais 2 en esprit, 1 en Vast, 2 en pilotage, et j'ai fait 5-4. 5-4 Ok. Et j'avais 5 dés à lancer, tous les 5 ont fait 4. Très bien. Et ben, alors que tu discutes avec Joaka, Marco, tu vois que le char à voile prend un cap et que aux commandes Makani ne démord pas de ce cap. Vous filez entre les dunes, au-dessus des dunes, et puis à un moment, cet instant fatidique arrive, le compteur de temps arrive à 0, et en fait vous voyez que vous n'y arriverez pas à temps à la lanterne avant de vous faire happer par le chasse-sable, mais c'est pas grave. Vous voyez la lanterne, vous la voyez, pour rappel, hein, le Polescar est composé d'immensités désertiques qui fait qu'on voit loin, en tout cas on n'est pas freiné par le relief, et vous voyez, au bout de quelques heures, vous voyez la lanterne qui se fait engouffrer par le chasse-sable, et puis bientôt c'est votre tour. Vous vous faites avaler par cette espèce de mur de sable et de sel. Ça chahute énormément. Néanmoins, Makani, t'es tellement déterminé que tu fends à travers cette nébuleuse de poussière et de débris qui viennent ébrécher la verrière, etc. Tu vises le convoi, pleine balle. Tu finis par atteindre les premiers chenillers du convoi. Tu viens faire atterrir, faire mourir ce char à voile qui aura besoin après ça d'une très très bonne révision. Il est complètement lacéré, les voiles des cerfs-volants ne tiennent plus debout, beaucoup de cordages ont été vraiment corrodés par le sel, etc. Vous venez faire mourir le truc. Il y a plusieurs membres du convoi qui se précipitent vers vous avec, tu sais, ces espèces de fusées éclairantes là qui éclairent l'obscurité à travers le sable et qui viennent en mode comme arrêt d'urgence sur les aéroports là, qui viennent vers vous. Je pense qu'au moment où je les vois et où je peux sortir la tête, en fait, je l'arrête même un peu brutalement. Je sors la tête, je désigne Joaka
et je crie à la cantonade pour que tout le monde m'entende. Si vous voulez vivre, vous suivez ce que vous dit lui. Parce que je prie vraiment pour qu'il ait un endroit pour nous sauver. Je n'ai bien évidemment pas entendu la conversation qu'il a eue avec Marco. Mais je prie en mon fort intérieur et je me suis accrochée à ça pendant tout le voyage pour qu'il sache où on doit aller. Donc je leur donne l'ordre, vous le rentrez à l'intérieur, vous le protégez et vous suivez ce qu'il dit. C'est lui qui a en gros le destin de la lanterne dans son cerveau. Il sait où on doit aller, vous le suivez lui, quoi. Et On a le lieu. Tu vois Joaka qui se lève, qui comprend tout ça et qui saisit un mec de la lanterne. Il saisit une veilleuse, donc ces gars-là qui sont chargés un peu de la sécurité du convoi, qui est engoncé dans un lourd scaphandre qui lui sert à évoluer assez facilement, même dans la tempête, qui est lesté au sol. Vous voyez d'ailleurs qu'il a une espèce de grand... de petit alcôve dans lequel brûlent des braises et devant lequel est fixée une lentille qui sert un peu de projecteur sur son plastron et qui éclaire comme ça malgré l'obscurité ambiante. Et tu vois Joaka qui le saisit par son armure et qui vraiment qui sort du convoi, qui va à travers la tempête. Il accompagne le gars, vous les voyez en fait partir ne serait-ce que quelques mètres. Et il se perche sur la crête et il montre au gars et il lui gueule et il lui montre quelque chose à l'horizon, plein nord. Et vous voyez ce gars-là des veilleuses qui revient vers vous en courant, aussi rapide qu'il le puisse avec son scaphandre, qui se met à l'abri et qui vous regarde, qui vous fait un signe et qui gueule dans son espèce de scaphandre, visiblement dans un espèce d'appareil de communication un peu low-tech, où il va vraiment actionner une espèce de manivelle à dynamo dans son scaphandre pour recharger un peu la batterie de sa radio, et qui va gueuler quelque chose. Vous n'entendez rien, tout se passe sans aucun sens, vous l'entendez gueuler. Je mets juste les enfants à l'abri aussi, je les sors du char à voile et je les mets dans la tête, là où il y a leur père. Je veux qu'ils soient ensemble. Bien sûr, les enfants ont été pris par des veilleuses, ils ont été conduits dans le cheniller dortoir le plus proche. Et vous voyez Joaka qui accepte assez rapidement d'être aussi conduit à l'abri. Vous aussi, bien sûr, on vous propose de vous conduire à l'abri. On laisse le char à voile est laissé là, il est juste clipsé avec des gros treuils et il sera traîné, et s'il part tant pis, mais là il faut se mettre à l'abri le plus vite possible. C'est le but, c'est les humains avant le matos, quoi, quitte à ce qu'on ait un peu moins de matos après, mais on pourra ravitailler Azuka, c'est pas très grave, moins grave que si on perdait des humains. Et au moment où on s'arrête, vous êtes à bord d'un de ces chenillers dortoirs et vous sentez littéralement, je ne sais pas si vous le sentez ou si vous le pressentez, mais vous sentez que le convoi, vous avez l'impression que le convoi, immédiatement presque comme à l'unisson, infléchit sa course pour se diriger plein nord. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Merci à vous. Nous avons repéré des constructions exposées. Anouché est descendu dans la cave. Le coin gros de givré. C'est pas une légende. Anouché est gravement blessé. Vous êtes notre dernier espoir.